Ces choses futures peuvent également garantir des dettes futures. Je m'appelle Louis-Jérôme Lenné, je suis avocat au sein du cabinet Evershed Sutherland, où j'ai développé avec mes associés Jacques Bouillon, Sindora Swaminathan et Olivier Lebars la pratique développement et financement de projets. Depuis 2 ans maintenant, on est habitués à travailler ensemble depuis une demi-douzaine d'années. Notre équipe est maintenant composée de 11 avocats, tous spécialisés en financement de projets, en particulier dans la zone OHADA, où nous accompagnons aussi bien les investisseurs et sponsors que leurs prêteurs, qu'il s'agisse de banques commerciales ou d'institutions financières de développement, dans tout type de financement de projet, en particulier les projets d'énergie et d'infrastructure. Il s'agit d'une réédition. L'ouvrage avait déjà paru en 2012, juste après la réforme de l'acte uniforme sur les sûretés. Et l'initiative en revient au professeur Pierre Croc, qui avait réuni l'ensemble des co-auteurs pour lancer cette réédition. L'idée était d'enrichir l'ouvrage existant de ce que nous avaient appris les 10 premières années de pratique. Également d'avoir le point de vue de la jurisprudence, de voir comment cette réforme avait été reçue par les juridictions, comment elle se l'était appropriée. Et puis, dernier but de cette réédition, c'était de proposer des solutions pratiques aux difficultés qui étaient posées par le texte, dont on s'était aperçu au cours des premières années de sa mise en œuvre. Malheureusement, le professeur Croc n'a pas pu mener à terme cette réédition. C'est donc le professeur Jean-Jacques Anceau qui a repris la supervision scientifique, la direction scientifique de l'ouvrage avec les mêmes co-auteurs. Olivier Filambi, Ariane Marceau-Cotte, Michel Brizo-Haby et moi-même. Et 2 autres co-auteurs se sont joints à nous pour cette réédition, Alex Bébé-Palais et Alexandre Salem. Voilà, donc nous avions tous à cœur de réinventer cet ouvrage en le complétant avec la jurisprudence et des solutions pratiques, les nôtres, mais également celles de nos confrères des États membres de l'OHADA qui ont pu nous faire remonter les difficultés pratiques qu'ils avaient pu connaître. Deux apports principaux. Le premier, l'assouplissement des conditions de constitution des sûretés, avec notamment la suppression de la condition d'enregistrement auprès de la recette des impôts, qui est totalement privée d'effet par l'acte uniforme sur les sûretés. Et puis surtout la possibilité d'offrir en gage ou en nantissement des choses futures qui n'existent pas ou qui n'appartiennent pas encore aux constituants de la sûreté, ce qui a permis de complètement libérer la capacité de crédit des emprunteurs, et ce d'autant plus que ces choses futures peuvent également garantir des dettes futures. Deuxième apport, le renforcement de l'efficacité des sûretés, notamment par la clarification du régime du cautionnement, également un régime assez complet des garanties autonomes et contre-garanties autonomes, et puis surtout la consécration par l'acte uniforme du pacte commissoire, c'est-à-dire d'une faculté d'attribution conventionnelle du bien donné en sûreté. Donc ce pacte commissoire coexiste avec la vente forcée et avec l'attribution du judiciaire, et il permet, toujours ce pacte commissoire, aux créanciers de s'attribuer la propriété du bien sans avoir à passer devant le juge, ce qui permet de réaliser les sûretés dans des délais beaucoup plus courts et pour un coût bien moindre. Ce pacte commissoire avait longtemps été écarté par les textes
en raison d'une suspicion de spoliation, puisque ça permet aux créanciers de s'attribuer la propriété d'un bien dont la valeur peut être supérieure au montant de la dette. C'est pourquoi l'acte uniforme a entouré ce pacte commissoire de mécanismes de protection qui visent donc à protéger le débiteur. L'acte uniforme fait une distinction selon que le débiteur est un débiteur professionnel au sens de l'acte uniforme ou un débiteur profane, un particulier. Si c'est un professionnel, le pacte commissoire peut être prévu pour tout type de sûreté sur tout type de bien, tandis que si le débiteur est un profane, on ne pourra avoir un pacte commissoire que pour les sûretés sur somme d'argent ou sur les sûretés ou pour les sûretés sur les biens qui font l'objet d'une cotation officielle, comme des stocks de matières premières, puisque dans chacun de ces deux cas, on n'a pas de risque de spoliation puisque la valeur du bien est connue. Les premières années de pratique de l'acte uniforme ont permis de voir que les praticiens se sont réellement appropriés ces nouveaux mécanismes. On le voit notamment avec le mécanisme de l'agent des sûretés, qui était vraiment une innovation de cet acte uniforme, puisqu'on a un régime très complet de 7 articles qui définissent donc le régime de l'agent des sûretés. La pratique des crédits syndiqués s'est approprié ce mécanisme. On a vu beaucoup de mandats d'agents des sûretés pour ce type de financement où intervenaient plusieurs établissements financiers, parfois sur plusieurs pays, dans la zone OHADA, mais également en Europe. Donc le recours à cet agent des sûretés s'est montré très efficace et plébiscité par la pratique. La garantie autonome également a connu un véritable essor avec le régime beaucoup plus complet du dernier acte uniforme par rapport au précédent. Le gage de choses futures a également été plébiscité par la pratique, puisqu'il a permis de complètement libérer la capacité de crédit d'un débiteur qui va pouvoir offrir en gage les biens qu'il va acquérir grâce au financement qui lui est consenti. La pratique a également montré un recours de plus en plus fréquent au transfert fiduciaire de sommes d'argent, qui est l'autre nom du gage espèce, en particulier sur des comptes bancaires bloqués, ce qui est une condition imposée par l'acte uniforme. Recours d'autant plus fréquent qu'il s'agit d'une sûreté qui n'est pas soumise à inscription et qui est donc très peu coûteuse pour le débiteur. L'autre constat qu'ont permis ces premières années de pratique de l'acte uniforme, c'est une persistance de certaines difficultés pratiques, en particulier liées à l'inscription des sûretés. L'acte uniforme prévoit par exemple que pour les sûretés sur créance, qui peuvent être soit une cession, soit un nantissement, le registre du commerce et du crédit immobilier compétent pour cette inscription, c'est le RCCM du débiteur de la créance nantie. Ça fonctionne si vous cédez ou si vous nantissez une créance contre un débiteur qui est immatriculé dans un État membre de l'OHADA. En revanche, ça ne fonctionne pas si vous cédez ou nantissez une sûreté contre un débiteur européen, par exemple. Donc ça, c'est une situation qui n'a pas été envisagée par le texte et pour laquelle les praticiens ont dû innover, chercher un pis-aller, une solution pour inscrire cette sûreté et la rendre opposable. La pratique, de manière générale, inscrit auprès du RCCM, non pas du débiteur de la créance nantie, mais du constituant de la sûreté ou du cédant s'il s'agit d'une cession. Comme ça, la sûreté est tout de même inscrite. Ça permet d'avoir des arguments en cas de problème pour faire valoir l'opposabilité de cette sûreté. Et puis, la pratique a aussi permis de se rendre compte d'un développement assez lent
du nantissement de compte titre financier, c'est-à-dire que dans l'acte uniforme sur les sûretés, vous avez 2 sûretés possibles sur des titres financiers ou des actions de société. D'une part, le nantissement d'actions et de valeurs mobilières, et d'autre part, le nantissement de comptes de titres financiers qui était réservé aux titres cotés et aux titres dématérialisés. Après la réforme de l'acte uniforme sur les sûretés est venue la réforme de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales qui a imposé cette dématérialisation des titres et qui donc devait faire disparaître peu à peu le nantissement d'actions au profit du nantissement de comptes de titres financiers. Cette dématérialisation des titres, elle est obligatoire pour toutes les sociétés par action depuis 2016, mais on constate qu'en pratique, il y a des lenteurs. Aujourd'hui encore, certaines sociétés qui sont immatriculées aujourd'hui le sont avec des titres non dématérialisés et on a ce nantissement d'actions qui persiste encore en pratique alors qu'il ne devrait plus exister normalement que le nantissement de compte titres financiers. Ce qui me permet de mentionner que le nantissement de compte titres financiers a un avantage par rapport à l'autre sûreté, c'est qu'il n'est pas soumis à inscription. Et que donc sa constitution en est facilitée et le coût de constitution de cette sûreté est bien moindre, ce qui présente un avantage tant pour le créancier que pour le débiteur qui constitue cette sûreté. Pour attirer les investissements et les financements et le développement des projets, il faut effectivement un environnement juridique qui soit suffisamment sûr, suffisamment fiable pour les investisseurs et pour les financiers. Et c'était le souhait de l'OHADA que de créer un environnement qui permette de faciliter la constitution des sûretés, de supprimer les obstacles là où ils pouvaient exister et en même temps de créer un environnement qui soit suffisamment sûr pour les créanciers sans pour autant se départir de mécanismes de protection visant à protéger les débiteurs contre les manœuvres que pourraient exercer les créanciers à leur encontre, par exemple protection contre le risque de spoliation dans le cadre du pacte commissoire. La deuxième conséquence vraiment pratique, c'est qu'on a pu assister, dès l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur les sûretés, à un véritable essor des financements privés, comme a pu le constater par exemple le classement Doing Business dès 2012, qui, du fait de cet élargissement de la gamme des actifs pouvant être donnés en sûreté, avait mesuré une augmentation de près de 4 milliards de dollars de financement privé sur un échantillon de 7 États membres uniquement sur les 17. Donc on a une conséquence vraiment pratique de meilleure sécurisation des financements privés qui a été suivie des faits. Oui, on constate encore en pratique un certain nombre de freins. Le premier, c'est la persistance de l'obligation d'enregistrement fiscal. Quand vous prenez l'acte uniforme sur les sûretés, le mot enregistrement ou enregistré ne figure à aucun endroit. Ça veut dire que cette formalité d'enregistrement à la recette des impôts est totalement privée d'effet au regard de l'acte uniforme. L'OHADA ne pouvait pas aller plus loin, puisque évidemment l'enregistrement fiscal est du ressort des législations nationales et un certain nombre de législations nationales des États membres continuent d'imposer cette formalité de l'enregistrement fiscal qui évidemment renchérit le coût de la constitution des sûretés pour les débiteurs et les constituants des sûretés. Deuxième frein, il est lié à une grande disparité des coûts d'inscription. Cette fois-ci, on ne parle plus de l'enregistrement à la recette des impôts, mais de l'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier. Cette deuxième formalité demeurant dans l'acte uniforme pour rendre les sûretés opposables.
Or, on constate que les modalités de fixation de ces coûts d'inscription diffèrent d'un État à l'autre. 3 grands régimes. Le régime du taux fixe, qui est le moins cher et le plus prévisible. Le régime du taux proportionnel, qui peut conduire à des coûts assez importants, puisque le coût est indexé sur le montant garanti et qu'il y a autant de coûts d'inscription qu'il y aura de sûreté à inscrire. Et puis, 3e régime, entre les deux, le taux proportionnel plafonné, comme au Sénégal par exemple, où le taux est proportionnel jusqu'à un certain plafond, ce qui permet d'avoir une certaine prévisibilité des coûts d'inscription du projet. Un autre frein qu'on a pu constater en pratique, c'est parfois la méconnaissance de certains textes. On a pu l'évoquer avec le lent développement du nantissement de compte-titres en raison de la dématérialisation imparfaite des titres. Une autre illustration, c'est certaines sûretés qui ne sont pas soumises à inscription, comme le transfert fiduciaire de sommes d'argent ou le nantissement de compte titres financiers, et que les praticiens souhaitent tout de même inscrire par sécurité, alors que les textes ne l'imposent pas, et ce qui a pour conséquence, là aussi, un renchérissement des coûts du crédit. Enfin, dernier frein pratique, les rédacteurs de la réforme de l'acte uniforme sur les sûretés et de l'acte uniforme sur le droit commercial général avaient à cœur de voir émerger un RCCM unifié et électronique, ce qui aurait permis de poursuivre l'œuvre unificatrice de l'OHADA jusque dans les conséquences pratiques du RCCM. Il y a des initiatives pour ce RCCM unifié, mais c'est un chantier encore en cours. Tout d'abord, la réforme de l'acte uniforme sur les sûretés s'est accompagnée d'une réforme en profondeur des autres actes uniformes. En premier lieu, l'acte uniforme sur le droit commercial général, qui a été réformé en même temps que l'acte uniforme sur les sûretés, ce qui a permis aux deux groupes d'experts rédacteurs de ces actes uniformes de discuter ensemble et d'avoir 2 réformes concertées sur les préoccupations communes de chacun de ces actes uniformes, comme par exemple le souhait de voir émerger un RCCM unifié et électronique. Après cette réforme ces réformes de l'acte uniforme sur les sûretés et de l'acte uniforme sur le droit commercial général est venue la réforme de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique, qui est intervenu en 2014, avec là aussi des préoccupations communes avec l'acte uniforme sur les sûretés, comme par exemple la dématérialisation des titres, qui devait voir l'essor du nantissement de compte titres financiers, et les rédacteurs de l'acte uniforme sur les sociétés ont eu à cœur de créer ce pont, cette passerelle entre les 2 actes uniformes. Et puis enfin, la réforme de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'appurement du passif, qui a pu bénéficier des lumières du professeur Pierre Croc, qui s'est assuré de la cohérence des 2 actes uniformes, et notamment de la prise en compte du pacte commissoire, de l'efficacité du pacte commissoire par le droit des procédures collectives. Mais la réforme de l'acte uniforme sur les sûretés n'a pas influencé que les autres actes uniformes OHADA, mais également des législateurs étrangers, à commencer par le législateur français. Le mécanisme, le régime assez complet de l'agent des sûretés, tel qu'il figure dans l'acte uniforme sur les sûretés de l'OHADA, a influencé la réforme de l'agent des sûretés de droit français, qui est en vigueur depuis 2017. On le voit notamment
avec le patrimoine d'affectation qui existe, qui est une innovation de l'acte uniforme sur les sûretés, dont s'est inspiré le législateur français en 2017. Et puis on voit aussi l'inspiration de l'acte uniforme sur les sûretés de l'OHADA dans la récente réforme du droit des sûretés français en septembre 2021, à commencer par la suppression des régimes spéciaux des gages. Il faut se souvenir de la saga judiciaire qu'on avait connue en droit français sur la coexistence du gage de droit commun avec le gage de stock commercial. Le législateur français a supprimé les régimes spéciaux du gage, ce qu'avait fait 10 ans avant le législateur OHADA. Et puis, le législateur français a également codifié le gage espèce qui existait comme sûreté innommée, qui est désormais dans le Code civil sous le nom de cession de sommes d'argent à titre de garantie, et dont le régime s'inspire également du transfert fiduciaire de sommes d'argent de droit OHADA.